Coucou! Joseph James DeAngelo, un criminel américain dont le crime a terrorisé la Californie pendant des années. Tout a commencé à une époque où le test ADN n'existait pas et que les crimes n'étaient jamais presque résolus. Tout d'abord, en 1973, à Sacramento en Californie, un individu a commencé à tuer des animaux. Le 13 mars 1974, à Rancho Córdoba, un couple signale des bruits chez leurs voisins. Un policier qui faisait sa ronde arrive dans la maison et découvre la maison en bordel, comme s'il y avait quelqu'un qui avait cambriolé cette maison-là et leur chien mort. Quelques mois plus tard, 12 maisons ont été cambriolées en une seule nuit. Vous vous rendez compte? En une seule nuit, 12 maisons. Cet individu-là ne cherchait même pas de l'argent ou des bijoux ou quelque chose de précieux qui coûtait cher, qui pouvait le revendre. Non. Il va juste fouiller, tout mettre en bordel. Il va juste prendre les sous-vêtements de femmes. Parfois, il va laisser les sous-vêtements par terre en une forme de sorte de sculpture. Ils vont retrouver des traces corporelles sur les lieux. En gros, c'est pour dire coucou, je suis passée, c'est moi. C'était à une époque où les gens vivaient avec les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. Vraiment, c'est pas comme à notre époque où nous, on ferme tout à clé. On vérifie 2 fois avant de sortir. On vérifie la porte si elle est bien fermée à clé avant de dormir. On regarde bien si les fenêtres sont bien fermées. À l'époque d'avant, ça n'existait pas. Tout le monde pouvait rentrer chez tout le monde. Les fenêtres étaient ouvertes matin, midi, soir, été comme hiver. Enfin, voilà quoi. Et dans ce quartier-là, tout a basculé. Les gens, ils ont commencé à verrouiller leurs portes, à fermer leurs portes, à faire attention. Comme nous en ce moment, quoi. Enfin, voilà, quoi. Pour nous, c'est naturel, mais à leur époque, c'était pas naturel. Il y a même des habitants qui vont renforcer leur système pour protéger leurs femmes, leurs filles, parce que à ce moment-là, c'était les femmes qui étaient la cible du mec. Et ils vont même acheter des armes, n'importe quel outil ou arme pour pouvoir se défendre au cas où si la personne elle vienne chez eux. Et à ce moment-là, c'était pas juste un homme qui aimait aller chez les gens, voler des choses, c'était un mec qui aimait faire peur, ver leur intimité. Et les médias ont commencé à parler de lui. C'est là que ça va devenir de plus en plus violent. Il va être surnommé le V de la zone S. Au début, c'était juste un homme qui s'infiltrait chez les gens, qui foutait le bordel, qui volait des sous-vêtements de femmes. Mais ça va s'empirer. Ce qu'il va faire, c'est que là, il va s'introduire chez des personnes quand il n'y a pas d'homme. Parce que oui, c'est mieux de s'en prendre à une personne plus vulnérable, plus faible. Oui. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'infiltrer chez les gens sans que personne peut le voir. Il va ligoter les femmes ou les enfants, il va les terroriser et après il va s'enfuir comme s'il n'avait jamais été là. Et malheureusement, les agressions s'enchaînent et la police galère à le retrouver. Impossible de dire à quoi il ressemble, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau, sa voix, etc. Parce que déjà le mec il est masqué. Et puis je pense que les femmes qui se font agresser ne pensent pas à tous ces détails-là. Chaque jour, des nouvelles agressions. Plus de 50 femmes se font agresser. Et à chaque fois, c'est pire que la précédente. Tout le monde soupçonne tout le monde. Plus personne se fait confiance. Tout le monde balance tout le monde. Les victimes sont des femmes entre la vingtaine et la trentaine. En fait, ils les observent tous les jours. Matin, midi et soir. Il apprend leur emploi du temps par cœur. Leurs faits et gestes, leurs points faibles. Tout, jusqu'au jour où il pense qu'elle est vulnérable et là il attaque. Ce qu'on peut observer, c'est que les victimes étaient souvent ligotées, toujours de la même façon, avec brutalité. Ce n'était pas seulement un agresseur, c'était un tortionnaire psychologique.
Il menaçait les victimes, il murmurait des mots glaçantes. Il jouait avec leur peur et il se nourrissait de leur peur. Vraiment, le mec, c'est un psychopathe. Il est vraiment malade. C'est un truc de malade. Et le pire, c'est que la police n'arrive pas à le retrouver. Le mec, il sait comment se faufiler, etc. C'est un truc de malade. Quand les journalistes ont commencé à dire qu'il s'attaquait qu'aux femmes, c'est là que, je sais pas, il a pété un plomb. Il va s'attaquer aussi aux hommes. Que ce soit une femme, un homme, un enfant, tout ce que tu veux. T'es devant lui, t'attaques. Vraiment un malade, ce mec. Ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dans les maisons. Il ligotait l'homme et la femme. Parfois, il levait la femme devant son mari. Parfois, ce qu'il faisait, c'est qu'il est sadique. Il mettait le mec sur le ventre, il mettait des assiettes sur le mec, et si les assiettes bougeaient, il se faisait défoncer le mec. Vraiment un malade. Il pouvait rester des heures et des heures dans une maison juste pour terroriser les personnes. La police, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va organiser une réunion citoyenne pour apprendre aux habitants à se protéger, à protéger leur domicile, à protéger leurs enfants, à protéger tout le monde, quoi. Je leur conseille d'accrocher des clochettes sur les portes, sur les fenêtres, mettre un bout de fil sur la table de commode jusqu'à la porte pour si quelqu'un ouvre la porte, et ben il soit alerté, etc. Moindre bruit, faut qu'ils alertent la police. T'entends ça, t'appelles. Tu vois ça, t'appelles. Tu t'appelles, même si c'est un enfant, tu appelles, etc. Si tu vois un homme chelou, tu appelles. Il y a même des hélicoptères qui volent sur la ville pour surveiller les gens de la ville, tellement le mec c'est un malade. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fouiller le moindre coin de la ville, que ce soit dans les bois, dans les jardins, etc. Mais malheureusement, ils vont rien trouver. Rien. Y a rien. Ils trouvent rien. Vraiment, ce mec, il arrive à se faufiler comme une bête qui veut s'échapper à quelque chose et qui arrive à s'échapper. Vraiment, le mec, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Le 11 septembre 1975, que tout va exploser en fait. Il rôde devant la maison des Stelling. Il vise une jeune fille de 16 ans. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de la tirer dehors, dans le jardin, et elle va réussir à crier, etc. Du coup, ça va réveiller les habitants, son père. Et son père, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pour la secourir, oui, et il va se faire tirer dessus parce que le mec avait un fusil sur lui. La fille, heureusement, elle a juste été touchée à la tête. On va dire rien de grave. Malheureusement, le père est décédé dans les bras de sa femme. Voilà, c'est son premier meurtre. Le mec va réussir à s'échapper. Voilà. La police va offrir une récompense de 4000 $ et pour celle ou celui qui a la moindre preuve sur le mec. Un portrait robot va être établi parce que la fille elle a réussi à le voir. C'est un jeune homme de 25 ans environ, mesure entre 1m75 et 80. Tout ce qu'on sait, on sait pas s'il est noir, s'il est blanc, s'il est typé, si c'est un Européen, si c'est un Mexicain, on sait pas. Dans la nuit du 12 décembre 1975, vers 22h30, un homme masqué est repéré dans le jardin d'une maison non loin de celle où il a été attaqué. Et cette fois-ci, le détective William M.C. Govan, il a réussi à l'interpeller. Au début, le suspect, il fait genre qu'il va coopérer parce qu'il a reçu une balle dans le ventre. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter au-dessus d'une clôture et va sortir son arme et va tirer sur le policier. Et en gros, en tirant, il a visé la lampe torche du policier. Heureusement, le policier n'a rien eu, mais le tueur a réussi à s'échapper en faisant ça. Après cet accident-là, le mec s'arrête net. Plus de nouvelles de lui. Et à partir de maintenant, il va s'appeler
le tracker nocturne. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1976 à Goleta, à Santa Barbara, Osman, 44 ans, et Deborah Alexandra Manning, 35 ans, sont retrouvés morts abattus par balle. Les voisins disent avoir entendu des coups de feu dans la nuit quand les corps sont découverts. Robert Osman présente des blessures indiquant qu'il tentait de se défendre contre l'agresseur. Puis la nuit du 12 au 13 mars 1980, un nouveau drame survit. Cette fois à Ventura, à 1 heure du sud de Goleta. Charlotte Smith, 33 ans, et Lyman Smith, 43 ans, sont assassinés chez eux. Charlène Eve avant d'être tuée, et le meurtrier a utilisé une bûche pour les frapper à mort. Sur le poignet de Charlène, la police retrouve un nœud qui est particulièrement fait. Ce nœud, il est fait de la même manière que des anciens cambriolages qui a été fait dans les autres villes. Du 18 au 19 mars 1980, à Dana Point, à 200 km plus au sud, Kate Harrington, 27 ans, et Patrice Harrington, 27 ans, sont tués par balle dans leur maison. Après cette tragédie, le frère de Kate dépensé des millions et des millions d'euros pour soutenir une loi autorisant la collection d'ADN sur les criminels en Californie. Et enfin, on va dire, dans la nuit du 26 au 27 juillet 1981, Sherry Domingo, 35 ans, et Gregory Sanchez, 27 ans, sont assassinés à Goleta. Ça fait 12 victimes en total. Et encore, c'est pas fini, une jeune fille de 18 ans, Janelle Cruz, elle a été brutalement agressée chez elle le 4 mai 1986 à Irvine, en Californie. Elle a été frappée à la tête et au visage. Le meurtre marquera la dernière attaque connue de ce fichu, de ce monstre, de ce... je sais pas comment on peut l'appeler. Le rôdeur ligotait ses victimes, agressait les femmes, finissait par les tuer. Je ne sais pas si vous regardez Esprit criminel, mais il y a un épisode qui était type à lui. Et vraiment, je trouve qu'il est bien représentatif de tous ces meurtres. Pourquoi cette personne a commis autant de crimes et s'est arrêtée d'un coup? Pourquoi? Peut-être qu'il avait peur d'être retrouvé parce que ça fait quand même beaucoup, il laissait beaucoup de preuves. Soit il est devenu vieux, soit il en a juste eu marre. Ça lui plaisait plus, c'était plus son activité favorite ou un truc comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il le prenait de plus en plus confiance en lui. Parce qu'il était audacieux déjà. Et aussi, ce qu'il faisait, c'est que il se montrait brièvement, puis d'un coup il arrêtait toute activité et il reprenait. Il jouait avec la police et les médias. Il va même lancer des avertissements à la police. Il appelait la police en disant: vous pouvez dire au journal télévisé que j'aurais pu tuer aujourd'hui, mais je l'ai pas fait. Et si vous le dites pas, ce soir, il y a des nouvelles victimes. C'est ce qu'ils vont le faire parce que ils veulent pas avoir d'autres victimes en plus. Le 18 mars 1977, il va appeler le bureau du shérif et vous savez ce qu'il va dire? Ici c'est le voleur de la zone S. J'ai déjà la prochaine victime. Vous mourrez jamais. Et quelques heures plus tard, malheureusement une jeune fille de 15 ans devient sa 15e victime. Le mec, vous vous rendez compte que le mec, il a tellement confiance en lui qu'il fait ce genre de choses. Là, en 2025, si un homme il fait ça, il se fait retrouver direct. On peut pas se permettre d'aujourd'hui de faire ce genre de choses. Mais avant, je pense que beaucoup de tueurs ou V ont fait leur vie normale sans être retrouvés. Parce que avant, ils avaient pas tous les moyens qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que 90% des crimes sont résolus grâce à la nouvelle technologie. Aujourd'hui, je pense que le crime parfait n'existe pas. Oui, voilà, l'affaire Cédric Jubilard. Enfin, c'est le crime parfait, mais on sait que c'est lui qui l'a tué. Il y a pas de corps, etc., mais on sait que c'est lui. Parce que, voilà quoi. Mais, vous voyez, il a été condamné, etc.
Mais malheureusement, on n'a pas trouvé le corps, etc. Mais je pense qu'un jour, on va retrouver son corps. En 2025, c'est très rare de commettre le crime parfait. Alors que avant, je pense qu'il y a plein de gens qui ont commis des crimes qui n'ont jamais été condamnés, retrouvés, etc. Richard Shelby, un des principaux enquêteurs de l'affaire, évoque une hypothèse comme quoi le meurtrier est un policier. Une empreinte de semelle retrouvée sur scène de crime pousse les autorités à comparer l'ADN de plusieurs policiers de Sacramento, correspondant aussi au porté robot, mais malheureusement les résultats sont négatifs. Ce qui est fou, ce qui est énervant pour la police, c'est qu'ils ont v'là les preuves. Son ADN est pas connu, ils savent pas qui c'est. Voilà, ils savent pas qui c'est tout, c'est simple. En fait, il faut que le mec commet quelque chose pour que ses empreintes soient prises. De plus, le tueur est bien un policier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va obtenir les adresses des enquêteurs, il va même faire peur aux enquêteurs, il va même se rendre au domicile de Richard. Et son fils, Tom, dira qu'il a vu une personne sur le toit, c'est un homme sur le toit, qu'il observe dans la nuit avec une lampe torche. Pendant 4 ans, la ville de Californie ont vécu sous la menace d'un seul homme. Vous vous rendez compte? Richard Shelby, Caroline Daly, Michelle Mcinamara, pour eux cette affaire était un fardeau lourd. Ils ont été confrontés non seulement à une série de crimes horribles, mais aussi au poids de la frustration et du désespoir année après année sans solution. Pour Richard, il passera des années interminables sur la scène de crime à chercher des liens entre les attaques. Les coïncidences sont nombreuses, mais il n'y a rien de concret et ne permet pas de relier l'affaire de Visalia à celle du cambrioleur de la zone S. Mais après sa retraite, il lâchera pas l'affaire, quitte à être isolé de tout le monde. Pour Carol Daly, elle joue un rôle essentiel. Elle va apporter son expérience policière et aussi son soutien crucial aux victimes. Car à l'époque, presque tous les policiers étaient des hommes. Et ces hommes n'avaient aucune formation pour gérer ce type de situation pendant l'interrogatoire. Ils posaient des questions comme quoi la longueur du truc du mec, vous voyez, c'était quoi son odeur. En fait, des questions bizarres, des questions qui ne se posent pas, vous voyez. Ils coupaient souvent la parole des victimes, ils étaient bruts dans leur manière de parler ou même la manière dont ils étaient face à la victime. Donc elle a décidé de changer la manière dont les victimes sont entendues. Elle va aussi apporter ses compétences, mais aussi une présence empathique et respectueuse pour les survivantes. Michelle Mcinamara, qui apporte une perspective totalement nouvelle à l'affaire, c'est une écrivaine et blogueuse spécialisée dans les crimes réels et elle estimait que c'était crucial de lier tous les crimes parce que pour elle tous les crimes étaient faits par un seul homme et ils vont le nommer Golden State Killer afin de comprendre l'ampleur de sa folie meurtrière. Michelle relance l'enquête avec une intensité incroyable. Elle avance une théorie audacieuse. Vraiment, c'était un truc de ouf ce qu'elle avait annoncé. L'ADN de Golden State Killer pouvait se trouver dans les sites généalogiques en ligne, qui étaient grave connus à l'époque aux États-Unis. Parce que c'était un nouveau truc, du coup, ça a pris une ampleur de malade là-bas. Je pense que tout le monde connaît, mais en fait, ce site permet à des millions de personnes de retrouver une personne, un membre de leur famille qu'ils connaissent pas. Du genre le père, la mère, la tante, le cousin, la grand-mère, le frère, la sœur, bref, tout le monde. Pour ça, les enquêteurs, ils ont approuvé à 100% et c'était ok, on va faire ça. Malheureusement, cette personne-là est décédée en 2016. Du coup, elle connaîtra jamais le meurtrier. Elle est morte sans connaître ce fichu mec. L'affaire va être sous les projecteurs grâce à son livre nommé Je disparaîtrai dans la nuit, qui a été publié en 2018. Décembre 1995, 11 ans après le dernier meurtre, cette affaire est classée comme un cold case. Mais le shérif du comté d'Orange décide d'ouvrir certains dossiers en utilisant la nouvelle technologie révolutionnaire, l'ADN.
ils vont commencer par analyser les échantillons recueillis autour de Sacramento, là où les traces de sperme qui avaient été collectées, mais jamais utilisées. Et ils vont découvrir que tous les crimes proviennent d'un seul homme, et qu'il est responsable d'au moins 10 meurtres. Enfin, son ADN est connu, mais son identité est inconnue. En 1995, les enquêteurs établissent un lien entre les meurtres et les agressions du tueur dans la zone Est entre 1974 et 1975. Ils suspectent même que le cambriolage des pliés de Visalia entre 1974 et 1975 pourrait être également lui attribué. Le 6 mars 2001, une avancée majeure survit sur les zones d'analyse confirme que le tueur de zone Est et le Night Stalker est la même personne. Et à partir de ce moment-là, le Golden State Killer est devenu officiellement le tueur en série le plus prolifique en Californie. Ce que vous pouvez voir, c'est que c'était la première fois qu'un homme a frappé sur plusieurs villes et a touché autant de familles et aussi a bouleversé autant de vies. Tout le monde pensait que le tueur est mort. Mais en avril 2021, une des victimes a reçu un appel du meurtrier en lui disant « Coucou, tu te souviens le soir de ton agression ?» Vraiment, c'est un malade. C'est vraiment malade, ce mec. En 2016, 40 ans après le premier crime, l'affaire est relancée. Et le procureur du comté Sacramento, Anne-Marie Hubert, et le FBI proposent une récompense de 50 000 $ pour toute info menant à son arrestation. Et en utilisant les échantillons ADN retrouvés sur les scènes de crime, ils vont créer un profil et ils vont le soumettre à le GED Smatch dans une base de données en ligne, comme elle l'avait dit Michelle. Même si le tueur n'a jamais fait ce genre de choses, un membre de sa famille l'a fait, ça c'est clair et net. C'était tellement réputé à l'époque, et même là, même maintenant c'est réputé, il y a beaucoup de personnes qui font ça, ils vont retrouver le meurtrier. Ils vont pas s'intéresser au côté paternel parce qu'ils ont des ancêtres italiens. Ils vont s'intéresser au côté maternel, originaire du Royaume-Uni. Après plusieurs analyses, après plusieurs mois, après des années d'enquête, ce que vous voulez, toutes les analyses vont nommer une personne. Il s'appelle Joseph James DeAngelo, un ancien policier âgé de 72 ans. Et pour confirmer tout ça, ils vont le mettre sur surveillance. Ils vont prélever des échantillons d'ADN sur la portière de sa voiture. Ils vont même réussir à prendre un mouchoir dans une poubelle. Et les résultats sont formels, c'est bien le mec. C'est bien lui qui a tué plein de personnes. Parce que l'ADN qu'ils ont retrouvé sur les mouchoirs ou sur la portière correspond à l'ADN sur les scènes de crime. Le 25 avril 2018, ils arrêtent chez lui, à Citrus Heights, Higgin Heights, je sais pas comment on dit, une banlieue tranquille au nord de Sacramento. Le mec, il est même pas parti, il est resté dans les environs, le mec. Et il est direct passé en détention pour meurtre, une 50aine d'agressions S et plus de 120 cambriolages, parfois avec circonstances aggravantes. Mais qui est James? Qui est cette personne? Né le 8 novembre 1945 à Bath, dans l'état de New York, il est le fils de Kathleen Louise de Grout et de Joseph James D'Angelo, sergent de l'armée américaine. Il a 2 sœurs et un frère cadet, et dans son enfance, il sera témoin du vol de sa sœur de 7 ans par 2 aviateurs dans un entrepôt en Allemagne de l'Ouest, où la famille résidait. Il sera maltraité par son père pendant toute son enfance et son adolescence. De 1959 à 1960, il fréquente la Mills Junior High School à Rancho Cordova en Californie. De 1961 à 1964, il fréquente le lycée Folsom et il est également dans l'équipe de basketball universitaire junior de l'école. Et à l'école, il sera l'auteur de plusieurs cambriolages et d'actes de torture tuant des animaux. Il quitte le lycée après avoir reçu son certificat GED en 1964, c'est un diplôme. Après, en 1966, il fréquentera la Sierra College de Brooklyn, en Californie, où il obtient un diplôme d'associé en sciences policières avec mention.
Il va obtenir son bac en justice pénale en 1971 à l'Université de l'État de Sacramento et enfin il deviendra policier en Californie, d'abord Exeter, au comté de Tulare, de 1973 à 1965 et Auburn, au comté de Gloucester, de 1976 à 1979. Il sera renvoyé de la police après avoir volé du matériel et ensuite il travaillera comme mécanicien dans un entrepôt de Roseville de 1990 à 2017. Il prendra sa retraite et il est père de 3 filles. Vous savez, à un moment, il s'est arrêté entre 1981 et 1996. En fait, ça coïncide avec la naissance de ses enfants. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il s'est arrêté, parce qu'il a eu des gosses. Le 29 juin 2020, il plaide coupable et évite la peine de mort. Mais il écope 11 peines de prison à perpétuité, à purger les unes après les autres, sans aucune chance de sortie. L'homme qui a mené la terreur pendant des décennies va finir ses jours derrière les barreaux. Il va même s'excuser envers les victimes. First degree, how do you plead? Guilty. Kidnapping with intent to commit rape, do you admit or deny? I admit. Murder in the first degree, to that charge, sir, how do you plead? Guilty. Vous voyez là, vous le voyez affaibli. Un vieux homme de 74. Il vous fait un peu la peine, non? Non, vous avez raison. Il vous fait pas de la peine. Il fait le miskin, vous voyez? Mais tout ça, c'est que un jeu, de la connerie. Les audiences du 1er et du 7 juin 2020. Il sera présenté sur un fauteuil roulant, mal en point, faible. La procureure, sans pitié, va montrer son vrai visage. Le jour de l'audience, on va le voir dans sa prison, en train de faire des choses normales, comme s'il était en pleine forme. Jusqu'à la fin, ce mec, il va essayer de duper les gens. Pendant des décennies, le Golden State Killer a vécu parmi les gens cachés derrière un masque d'homme ordinaire. Personne n'imaginait qu'un père de famille, un ancien policier, pouvait être le monstre qui terrorisait la Californie. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Peu importe le temps, peu importe les mensonges, grâce à la science et le courage des survivantes, le silence a été brisé. Aujourd'hui, Angelo est derrière les barreaux. Et si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que le mal peut prendre n'importe quel visage, même le plus banal. Elle nous rappelle aussi que la justice, même lente, finit toujours par triompher. Et que chaque vérité, tôt ou tard, trouve son chemin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Commentez policier. Et je vous fais des bisous. Et on se retrouve tous les mercredis et dimanches. Bisous.